On se souvient tous d'un professeur, celui qui croyait en nous, celui qui nous faisait rire, ou celui qui nous faisait peur. Mais connaît-on vraiment ce qu'il y avait derrière son regard? Pour Elena, la réponse a tout changé. Elle pensait affronter un simple enseignant. En réalité, elle faisait face à un silence plus cruel que n'importe quelle insulte. Bienvenue. Ici, sur cette chaîne, on ne survole pas les histoires, on plonge dedans. On explore les récits qui se cachent derrière les apparences, ces drames silencieux qui se jouent dans les cours d'école, les maisons de famille, les rues de nos quartiers. Des récits africains, profondément humains, qui te montrent la réalité, sans filtre, sans artifice. On cherche la vérité dans les failles, dans les non-dits, parce que c'est souvent là qu'elle se trouve. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'Elena, ou comme je l'appelle, l'équation du professeur. C'est une histoire qui te forcera à te demander qui sont vraiment les gens qui nous enseignent. Quelles sont les batailles qu'ils mènent une fois le tableau effacé et les portes de l'école fermées. Et surtout, comment survivre quand on devient, sans le savoir, le champ de bataille d'un autre. La réponse se trouve dans le parcours d'Elena, un parcours semé d'humiliation, de larmes, mais aussi d'une force qu'elle ne soupçonnait pas. Une force née non pas du désir de vaincre, mais du besoin désespéré de comprendre. Alors installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et prépare-toi à entrer dans le monde complexe et déroutant d'Elena et de son professeur de mathématiques. Abonne-toi pour ne rien manquer. Une jeune fille de 17 ans, pleine de promesses, mais rongée par un doute insidieux. Tu connais ce sentiment, n'est-ce pas? Cette petite voix qui te murmure que tu n'es pas à la hauteur, que tes succès ne sont que des coups de chance, que le jour où tout le monde découvrira ton imposture est proche. C'était mon défaut, et c'était aussi le sien. Elena n'était pas juste bonne en classe, elle était brillante. Les sciences étaient son royaume, un monde logique et ordonné où chaque problème avait sa solution. Son rêve était de devenir ingénieur en aérospatial, de construire des ponts entre la Terre et les étoiles. Et pour ça, il y avait une matière reine, une clé indispensable, les mathématiques. Elle aimait leur pureté, leur élégance. Pour elle, une équation bien résolue était une forme de poésie. C'est avec cet état d'esprit, un mélange d'excitation et de trac, qu'elle est entrée pour la première fois dans la classe de terminale S de M. Ibrahim Diallo. Son nom était une légende au lycée Koch-Barmafal. On ne disait pas le cours de M. Diallo, on disait la reine de Diallo. Les histoires qui circulaient à son sujet étaient contradictoires et terrifiantes. Certains racontaient qu'il était un génie, un mentor impitoyable qui transformait des élèves moyens en lauréats de concours nationaux. On disait qu'il avait l'œil pour déceler le potentiel, qu'il le polissait à la dure, comme un diamant brut. D'autres, à voix plus basse, murmuraient qu'il était un briseur d'âme, qu'il choisissait chaque année un ou deux élèves et les poussait jusqu'au point de rupture pour son simple plaisir sadique. Elena, éternelle optimiste, avait choisi de croire à la première version. Elle voulait être ce diamant brut. Elle était prête à travailler, à souffrir s'il le fallait, pour gagner le respect de cet homme. Quand il est entré dans la salle, un silence de mort s'est installé. Monsieur Diallo n'était pas un homme impressionnant physiquement. Il était de taille moyenne, sec, avec des lunettes fines qui reposaient sur un nez aquilin, mais il avait une présence, une aura de gravité qui semblait absorber tout l'air de la pièce. Son regard était la chose la plus marquante. Un regard perçant, qui ne semblait pas te voir mais te scanner, évaluant tes faiblesses, tes doutes. Il n'a pas souri. Il n'a pas souhaité la bienvenue. Il s'est contenté de poser sa mallette en cuir usé sur le bureau, de l'ouvrir avec des gestes lents et précis et de sortir une craie. Son premier cours fut une démonstration de force. Il a rempli le tableau noir de concepts complexes, bien au-delà du programme de début d'année, parlant d'une voix monocorde et rapide, comme si la simple idée de devoir ralentir pour ses élèves l'insultait. Elena buvait ses paroles. Elle suivait, fascinée. C'était tout ce qu'elle espérait. Un défi. Une stimulation intellectuelle. À la fin du cours, il a donné un problème à résoudre. Un seul. « Vous avez 10 minutes », a-t-il dit. Le silence n'était brisé que par le crissement des stylos sur le papier. Elena a trouvé la solution en 7 minutes. Elle a relu ses calculs, le cœur battant. Elle était fière.
C'était sa chance de faire une bonne première impression. Quand le temps fut écoulé, M. Diallo a demandé « Qui a terminé ?» Plusieurs mains se sont levées timidement. La sienne en faisait partie. Il l'a ignorée et a désigné un garçon en premier rang. L'élève a bafouillé une réponse incorrecte. Diallo a soupiré, un soupir chargé de mépris. Puis son regard a balayé la salle et s'est posé sur Elena. « Mademoiselle ?»« Elena Diop, monsieur. »« Eh bien, mademoiselle Diop, illuminez-nous. » Elle s'est levée, a expliqué sa démarche clairement, énoncé la réponse finale avec assurance. Un murmure d'admiration a parcouru les rangs. Elle attendait un signe, un mot, un hochement de tête. Monsieur Diallo est resté silencieux pendant un long moment, la fixant. Puis il a dit d'une voix glaciale qui a atteint chaque recoin de la salle « Votre raisonnement est correct. Votre écriture, cependant, est brouillonne. La clarté de la pensée doit se refléter dans la clarté de la présentation. Ce n'est pas parce que la réponse est juste que le travail est bon. C'est médiocre. Asseyez-vous. » Le mot a claqué comme un coup de fouet. Médiocre. Elena s'est assise, les joues en feu. Elle sentait tous les regards sur elle. L'admiration s'était muée en pitié. Ce fut la première fracture. Le secret. Le mythe qui allait définir son année venait de tomber sur elle sans crier gare. Ce n'était pas juste de la sévérité, c'était personnel. Il l'avait isolée publiquement pour un détail insignifiant. La question a germé dans son esprit, une graine empoisonnée. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Elle a regardé sa feuille. L'écriture qu'elle avait toujours trouvée nette et lisible lui semblait soudain idieuse. La petite voix du doute, celle qu'elle combattait chaque jour, venait de trouver un allié puissant, un amplificateur. Monsieur Diallo n'avait pas seulement critiqué, il avait donné raison à sa plus grande peur, celle de ne pas être au fond assez bonne. Et ce n'était que le début. Les jours suivants ont installé une routine étrange et angoissante. Monsieur Diallo ne l'ignorait pas. C'était pire. Il la guettait. Chaque fois qu'elle levait la main, il l'interrogeait, mais jamais pour la laisser briller. Il la poussait dans ses retranchements, cherchant la plus petite faille dans son raisonnement, la plus infime hésitation dans sa voix. Si elle répondait parfaitement, il passait à autre chose sans un mot. Si elle commettait la moindre erreur, il s'arrêtait et la disséquait devant toute la classe. Mademoiselle Diop, vous semblez confondre vitesse et précipitation. Un esprit brillant qui court vers le mauvais objectif est plus inutile qu'un esprit lent qui avance dans la bonne direction. Chaque cours était une épreuve. Elena se préparait comme une athlète avant une compétition. Elle relisait les leçons de la veille, anticipait les questions, s'assurait de maîtriser chaque concept. Mais c'était un jeu truqué. Il ne testait pas ses connaissances, il testait ses nerfs. Elle se sentait comme un animal traqué. Ses parents, bien sûr, ne voyaient pas les choses de la même manière. Quand elle a tenté de leur expliquer la situation, son père a eu une réponse qui est un classique de la sagesse africaine. Il lui a dit « Ma fille, on dit que le bois tordu se redresse au feu. Ce professeur voit ton potentiel. Il te met à l'épreuve pour te renforcer. Ne vois pas sa dureté comme une attaque, mais comme la marque de l'artisan qui veut faire de toi un chef-d'œuvre. » Cette leçon, Elena a essayé de se l'appliquer. Elle s'est convaincue que c'était pour son bien, que c'était une forme d'amour exigeant. Cette pensée lui a donné la force de continuer. Puis est arrivé le premier contrôle important du trimestre. L'enjeu était de taille. Ce n'était pas qu'une note, c'était un message à envoyer. À lui, à elle-même. Elle a travaillé jour et nuit. Le jour de la remise des copies, l'attention n'était palpable. Monsieur Diallo distribuait les feuilles avec une lenteur calculée, son visage impassible. Quand il est arrivé à son bureau, il a laissé tomber sa copie sans un regard. Elena a baissé les yeux. 17 sur 20. Un soulagement immense l'a envahi. Ce n'était pas parfait, mais c'était une excellente note. Elle a relevé la tête, espérant croiser son regard. Il trouvait une trace d'approbation. Il était déjà en train de commenter les résultats à voix haute. La moyenne de la classe est de 11.
C'est faible. Certains, comme d'habitude, se sont illustrés par leur médiocrité, d'autres ont obtenu des résultats honorables. Il a fait une pause et a regardé dans sa direction. C'était le pic d'amour, ce bref instant d'espoir où elle a cru qu'il allait la féliciter. Et puis, il y a le cas de Mademoiselle Diop, 17. Il a marqué une pause. Helena sentait son cœur battre dans sa gorge. C'est une note passable. On verra si la chance vous sourira la prochaine fois ou si vous devrez compter sur votre travail. Le pic de peur a suivi, brutal, anéantissant la joie. Passable. Le mot était une gifle. Il insinuait qu'elle avait eu de la chance, que son travail acharné n'y était pour rien. Il lui avait volé sa victoire. L'enjeu venait de monter d'un cran. Il ne s'agissait plus seulement de bien faire, il s'agissait de lui prouver qu'il avait tort, de lui arracher de force la reconnaissance qu'il lui refusait. Quelques jours plus tard, une annonce a été faite. Le lycée allait sélectionner une équipe de 3 élèves pour représenter l'établissement aux Olympiades nationales de mathématiques. Et le sélectionneur, le coach, n'était autre que M. Diallo. Pour Helena, c'était une évidence. Elle devait faire partie de cette équipe. C'était l'occasion rêvée de lui montrer sa valeur, sur une scène plus grande, incontestable. La compétition interne était féroce. Pour se préparer, elle a commencé à rester à la bibliothèque après les cours. C'est là qu'elle a eu une conversation qui a tout changé. Un soir, alors qu'elle s'acharnait sur un problème de géométrie non euclidienne, Issa, un élève de sa classe, s'est approché. Il était l'un des meilleurs, mais discret. « Tu te donnes du mal. Il le faut bien si je veux une place pour les Olympiades. » Issa a eu un petit sourire triste. « Fais attention, Helena. Diallo, il ne choisit pas toujours les meilleurs. Il choisit ceux qui lui ressemblent, ou ceux qu'il peut façonner. » Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que cette compétition, ce n'est pas juste des maths. C'est un test de personnalité, un test de loyauté envers lui. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Helena a réfléchi aux paroles d'Issa. Et si ce n'était pas sa performance académique qui était jugée ? Et si l'épreuve était ailleurs ? La semaine suivante, un événement inattendu lui a donné un regain d'espoir. Monsieur Diallo a posé au tableau un problème réputé insoluble au niveau lycée. Il a dit « Celui qui me trouve la solution avant la fin de la semaine aura 1 point de bonus sur sa moyenne. » C'était un défi lancé à toute la classe. Helena y a vu une opportunité. Elle a passé 2 nuits blanches dessus, a rempli des dizaines de pages de brouillon. Sa chambre ressemblait au bureau d'un mathématicien fou. Et le jeudi matin, dans un éclair de génie, elle a trouvé. La solution était d'une beauté et d'une simplicité désarmante une fois qu'on avait trouvé le bon angle d'attaque. À la fin du cours, alors que tout le monde rangeait ses affaires, elle s'est approchée de son bureau, le cœur battant. « Monsieur, je crois que j'ai trouvé. » Il a pris sa feuille, son conviction. Ses yeux ont parcouru les lignes de calcul. Elle l'observait, guettant la moindre réaction. Son expression n'a pas changé. Mais elle a vu quelque chose. Un tressaillement presque imperceptible au coin de sa lèvre. Ses doigts se sont resserrés sur la feuille. Il est resté silencieux pendant ce qui a semblé une éternité, puis il a relevé les yeux vers elle. Pour la toute première fois, elle n'a pas vu de la dureté ou du mépris. Elle a vu de la surprise. Peut-être même une étincelle de respect. C'était fugace, presque un mirage, mais elle l'avait vu. Il n'a rien dit, il a simplement plié la feuille, l'a glissée dans sa mallette et a dit « Je regarderai ça ». Mais pour Helena, c'était une victoire immense. Une fausse victoire, comme elle l'apprendrait plus tard. Mais sur le moment, c'était tout ce dont elle avait besoin. Cet instant de connexion silencieuse, ce respect volé, lui a donné l'impression qu'un mur venait de se fissurer. Elle est sortie de la salle de classe ce jour-là en flottant, persuadée que le vent était enfin en train de tourner. Elle ne se doutait pas que la tempête, la vraie, n'avait pas encore commencé. Le point bonus promis n'est jamais arrivé. Monsieur Diallo n'a plus jamais mentionné le problème insoluble. Quand un élève a osé poser la question la semaine suivante, il a simplement répondu « Le sujet est clos ». Pour Helena, ce silence était plus déroutant que n'importe quelle critique. Il avait vu de quoi elle était capable, et sa réaction avait été d'effacer la preuve, de nier l'événement. Loin de la décourager, cela a renforcé sa détermination. Mais la stratégie de M. Diallo a changé. Il a cessé de la critiquer publiquement sur des détails. Il a adopté une méthode plus subtile, plus perverse, l'isolement par l'excellence. Il a commencé à lui donner du travail supplémentaire.
des exercices qui n'avaient rien à voir avec le programme, des démonstrations de niveau universitaire, des articles de recherche en anglais. Il ne lui présentait jamais cela comme une punition. Au contraire, Mademoiselle Diop, puisque le programme de terminale semble vous ennuyer, voici de quoi occuper votre esprit. C'était un cadeau empoisonné. Elle ne pouvait refuser sans passer pour arrogante ou paresseuse. Elle était donc obligée d'accepter, de passer ses nuits et ses week-ends à travailler sur ses problèmes herculéens, pendant que ses camarades révisaient le programme normal. Au début, elle a encore tenté de se raccrocher à la leçon de son père, le feu qui redresse le bois, le miel qu'on ne peut avoir sans affronter les abeilles. Elle se disait qu'il la préparait spécifiquement pour les Olympiades, mais la solitude a commencé à lui peser. Elle n'avait plus le temps de discuter avec ses amis à la pause. Elle était toujours fatiguée, les yeux cernés, l'esprit ailleurs, perdu dans des conjectures et des théorèmes. Les autres élèves ont commencé à la regarder différemment. Deux camps se sont formés. Il y avait ceux qui pensaient qu'elle était la chouchoute, la protégée de Diallo, et qui la jalosaient en silence. Et il y avait les autres, qui la voyaient comme sa victime, son souffre-douleur officiel, et qui la traitaient avec un mélange de pitié et de distance, comme si sa condition était contagieuse. Dans les deux cas, elle était seule. Son amie, la plus proche, Fatima, a été la première à exprimer ce que beaucoup pensaient. Un après-midi, alors qu'Elena déclinait pour la énième fois une invitation à sortir, Fatima a explosé. « Mais je ne comprends pas, Elena. Pourquoi tu acceptes ça? Il se sert de toi. Tu n'as plus de vie. On ne te voit plus. Tu es obsédée par ce type. »« Ce n'est pas lui. C'est pour les Olympiades, tu ne comprends pas ?» a rétorqué Elena sur la défensive. « Les Olympiades? Ou l'approbation de Diallo? Tu ne fais plus ça pour toi. Tu le fais pour lui. Regarde-toi. Tu es épuisé. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Peut-être que tu devrais juste laisser tomber les maths avancées, te concentrer sur le bac comme tout le monde ?» Chaque mot de Fatima était comme un coup de poignard. Parce qu'au fond, Elena savait qu'il y avait une part de vérité. La trahison n'était pas dans la critique, mais dans l'incompréhension. Son amie ne voyait pas le combat qu'elle menait, elle ne voyait que l'obsession. Se sentir abandonnée par sa meilleure amie a été un coup terrible. Ce fut le premier mini-cliff. Cette réalisation qu'en s'engageant dans cette guerre contre Diallo, elle perdait aussi la paix avec le reste du monde. Elle était sur une île déserte, avec pour seule compagnie ses livres de maths et le fantôme de son professeur. Le pic d'amour-peur suivant fut particulièrement cruel. Après 3 semaines de travail acharné sur une démonstration complexe du dernier théorème de Fermat, elle a enfin réussi à en rédiger une version qu'elle comprenait et qu'elle pouvait expliquer. Elle était incroyablement fière. C'était un accomplissement majeur. Elle a attendu la fin du cours et a posé les 20 pages de sa démonstration sur le bureau de M. Diallo. « J'ai terminé, monsieur. » Il a levé les yeux de ses papiers, a regardé la pile de feuilles avec une indifférence polie, il l'a prise, l'a tapotée sur le bureau pour l'aligner parfaitement et l'a posée sur une autre pile de documents sans même la regarder. « Bien », a-t-il dit. Puis il a reporté son attention sur ce qu'il faisait, comme si elle n'était plus là. L'espoir qu'elle avait nourri, l'anticipation d'une réaction, même une minime, tout s'est évaporé. La peur, ou plutôt la certitude écrasante que tous ses efforts étaient vains, l'a submergée. Ce n'était pas du feu pour la redresser, c'était de l'eau pour la noyer. Il ne la formait pas, il l'épuisait. Il ne la testait pas, il la vidait de sa substance. Les enjeux continuaient de monter, mais ils n'étaient plus externes. Il ne s'agissait plus des Olympiades, du bac ou de son avenir d'ingénieur. L'enjeu était sa propre santé mentale. Combien de temps pourrait-elle tenir ce rythme? Combien de temps pourrait-elle supporter ce traitement sans se briser? La sélection pour les Olympiades approchait. Un test écrit allait déterminer les 3 membres de l'équipe. Elena savait qu'elle était prête techniquement. Le travail supplémentaire de Diallo l'avait amenée à un niveau bien supérieur à celui des autres. Mais elle était fragile, épuisée émotionnellement. Elle se sentait comme une coquille vide. La veille du test, une rumeur a circulé dans le lycée. Une rumeur qui a mis le feu aux poudres. On disait que Diallo avait déjà fait son choix, que les 3 places étaient déjà promises à des élèves dont les parents étaient influents ou qui suivaient ses cours particuliers payants, que le test n'était qu'une mascarade. Pour Elena, ce fut la goutte d'eau. L'idée que tout ce combat, tous ces sacrifices, toute cette douleur n'avaient servi à rien, qu'elle était la marionnette d'un jeu cynique, était insupportable. Elle a confronté Issa qui était souvent bien informé. Est-ce que c'est vrai, Issa, pour les places? Issa n'a pas croisé son regard. Les gens parlent beaucoup, Elena. Dis-moi la vérité.
Je ne sais pas si c'est vrai, mais avec Diallo, tout est possible. Il suit sa propre logique. Une logique que personne ne peut comprendre. L'année dernière, il a écarté le meilleur élève de l'école pour prendre quelqu'un de bien moins bon, qui a fini par abandonner en pleine compétition. Personne n'a jamais compris pourquoi. Cette conversation a été un nouveau tournant. Elena a réalisé qu'elle essayait de gagner une partie dont elle ne connaissait même pas les règles. Elle était face à un adversaire dont les motivations lui échappaient totalement. Et c'est peut-être ça le plus terrifiant. Se battre contre un ennemi que l'on comprend est une chose, se battre contre le chaos, contre l'absurde, en est une autre. Elle est rentrée chez elle ce soir-là avec un sentiment de nausée. Le doute avait laissé place à une forme de paranoïa. Chaque geste de Diallo, chaque mot, chaque silence, lui semblait faire partie d'un plan complexe et malveillant dont elle était la type. Elle ne dormit pas la nuit, ressassant chaque interaction, chaque humiliation, essayant de trouver un sens là où il n'en avait peut-être aucun. Le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, elle a eu du mal à se reconnaître. Elle avait l'air plus vieille, son regard était éteint. Elle allait passer le test, mais elle n'y allait plus avec l'espoir de gagner. Elle y allait avec la résignation de quelqu'un qui va à l'abattoir. Le jour du test de sélection est arrivé. Tu sais, ce jour de journée où l'air lui-même semble lourd, chargé d'électricité statique. Elena est entrée dans la salle d'examen, le ventre noué. Elle n'avait pas peur des problèmes de maths. Elle avait peur de l'homme qui les avait écrits. Elle avait peur de ce qui allait suivre, quelle que soit sa performance. Monsieur Diallo était là, distribuant les sujets avec son calme habituel, un calme qui semblait d'autant plus menaçant. Le test était difficile, mais juste. Elena a senti ses compétences prendre le dessus sur son anxiété. Les chiffres et les symboles étaient un refuge, un langage qu'elle maîtrisait. Pendant 2 heures, elle a oublié Diallo, les rumeurs, sa fatigue. Elle n'était plus qu'un esprit en train de résoudre des énigmes. C'était presque apaisant. Elle a rendu sa copie en étant raisonnablement certaine d'avoir réussi. Les jours suivants ont été une attente insoutenable. Les résultats devaient être affichés le vendredi. Le vendredi matin, Elena est arrivée au lycée, le cœur au bord des lèvres. Une foule d'élèves était massée devant le panneau d'affichage. Elle s'est frayé un chemin, les mains moites. Elle a lu la liste. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son nom n'y était pas. Issa y était. 2 autres garçons, connus pour être de bons élèves, mais pas exceptionnels, complétaient l'équipe. Elle est restée figée, le souffle coupé. Ce n'était pas de la déception, c'était une annulation, une négation de tout ce qu'elle avait fait, de tout ce qu'elle était. C'était comme si l'univers le disait « Tu n'existes pas ». Les murmures autour d'elle ont commencé. Je n'arrive pas à croire qu'il n'a pas pris Elena. C'est une injustice totale. La pitié dans le regard des autres était pire que la défaite elle-même. Elle s'est détournée, aveuglée par les larmes, et s'est enfuie. Elle ne pouvait pas rester là. Elle ne pouvait pas affronter les questions, les regards. Elle a couru jusqu'à la salle de Monsieur Diallo. Il était seul, rangeant des livres. Elle est entrée sans frapper. Il a levé les yeux, sans surprise, comme s'il l'attendait. « Monsieur !» Sa voix tremblait. « Pourquoi ?» Il a continué son rangement. « La vie est pleine de déceptions, mademoiselle Diop. Il est bon de la prendre tôt. » Mais j'ai réussi le test, je le sais. J'ai mieux réussi que les autres, j'en suis sûr. Ce n'est pas juste. Il s'est arrêté. Il s'est tourné vers elle. Son visage était un masque de froideur, et c'est là qu'il a prononcé les mots qui allaient la briser. Juste ? Vous parlez de justice. La justice aurait été que vous compreniez depuis le début que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous avez la technique, oui, mais vous n'avez pas le feu. Vous n'avez pas l'âme d'une mathématicienne. Vous êtes une bonne élève, appliquée. Rien de plus. J'ai connu une élève autrefois, une vraie prodige. Elle voyait la musique dans les équations. Elle avait une intuition, une grâce que vous ne pourrez jamais espérer atteindre. Je pensais au début que vous aviez une étincelle de ce feu en vous. Je me suis trompé. Vous n'êtes qu'une étincelle qui refuse de prendre. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. C'était fini. Chaque mot était calculé pour détruire. La comparaison avec cet élève fantôme, l'attaque non pas sur son travail, mais sur son essence même, sur son âme. Il n'avait pas seulement fermé une porte, il avait condamné la maison entière. C'est ici, dans ce moment précis, qu'Elena est entrée dans son monde intérieur. C'est ici que ma peur la plus profonde est devenue la sienne.
La peur que, peu importe tes efforts, peu importe tes sacrifices, tu ne seras jamais assez bien. La peur d'être une déception fondamentale aux yeux de la seule personne dont tu recherches la validation. Elle n'a rien répondu. Elle est sortie de la salle comme un automate. Elle a traversé la cour du lycée sans voir personne. Elle a marché dans les rues de la ville sans savoir où elle allait. La voix de Diallo tournait en boucle dans sa tête. Vous n'avez pas le feu. Une promesse qui ne sera jamais tenue. Elle est rentrée chez elle. Sa mère était dans le salon. En voyant son visage, elle a tout de suite compris. « Elena, ma chérie, qu'est-ce qui se passe ?» Elena s'est effondrée. Elle est tombée dans les bras de sa mère et a pleuré. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Des larmes de rage, d'injustice, de tristesse, mais surtout des larmes de défaite. Une défaite totale et absolue. Elle s'est enfermée dans sa chambre pour le reste de la journée et de la nuit. Elle était allongée sur son lit, dans le noir, fixant le plafond. Les livres de mathématiques sur son bureau lui semblaient être des monuments à sa propre stupidité. Son rêve d'étoiles et de fusées lui paraissait ridicule, une ambition d'enfant naïf. La petite voix du doute n'était plus un murmure, c'était un cri, assourdissant. Il avait raison, j'ai trompé tout le monde. Je ne suis trompé moi-même, je ne suis rien, juste une bonne élève appliquée, une coquille vide. Elle a ressenti un désespoir si profond, si noir, qu'il semblait la consumer de l'intérieur. C'était la peur de l'abandon, non pas physique, mais l'abandon de son potentiel. La peur que la personne qui était censée la guider vers la lumière l'ait en fait conduite dans une impasse et l'y ait laissée seule. Elle a envisagé d'arrêter. Pas seulement les maths, tout. Arrêter l'école. À quoi bon? Si elle était une imposture, à quoi servait de continuer à jouer la comédie? C'était le point le plus bas. Le pic larme. Ce moment où tu es au fond du trou et où tu es convaincu que tu n'as ni la force ni même l'envie de remonter. Tu te laisses couler parce que c'est moins douloureux que de lutter. Toute la nuit, elle a lutté contre ses pensées. Elle a revécu chaque humiliation, chaque mot cruel. Elle a senti le poids de l'échec l'écraser, lui couper le souffle. Elle a eu l'impression de mourir un peu. Mais comme le dit un autre proverbe de chez nous, c'est au moment où la nuit est la plus noire que l'aube est la plus proche. Elena ne le savait pas encore, mais dans les décombres de son estime de soi, une nouvelle graine, différente de celle de la validation, était sur le point de germer. Pas une graine d'espoir, non, pas encore. Une graine de pure et simple curiosité. Une graine qui allait la pousser à poser une dernière question, non plus « pourquoi moi ?», mais « qui était-elle » Qui était cet élève fantôme à laquelle on la comparait sans cesse? La réponse à cette question allait non seulement la sauver, mais aussi changer complètement le sens de son histoire. Le lendemain matin, Elena n'est pas allée en cours. Sa mère, une femme d'une sagesse infinie, n'a pas insisté. Elle est entrée dans sa chambre, a ouvert les volets pour laisser entrer un timide rayon de soleil et s'est assise au bord de son lit. Elle n'a pas dit « ce n'est pas grave » ou « tu t'en remettras ». Elle savait que ces mots étaient vides face à une telle douleur. À la place, elle lui a raconté une histoire. L'histoire de son propre grand-père, le père d'Elena. Un homme qui voulait devenir musicien, un joueur de kora virtuose. Mais son propre père, l'arrière-grand-père d'Elena, un homme sévère et pragmatique, voyait la musique comme une distraction de fainéant. Il a tout fait pour le décourager, allant jusqu'à briser sa première kora. Le grand-père d'Elena a été dévasté. Il a failli tout abandonner. Mais un soir, un vieux griot du village lui a dit « Si un homme te prend ton instrument, ce n'est pas la musique qu'il t'a volée. La musique est en toi. Construis un autre instrument. » Ton professeur, Elena, a conclu sa mère. Il a brisé ta kora. Il t'a dit que la musique n'était pas en toi. La seule question qui compte maintenant est « vas-tu le croire ou vas-tu te construire un autre instrument ?» Ces mots n'ont pas guéri Elena, mais ils ont changé sa perspective. Elle avait laissé M. Diallo définir sa valeur. Elle lui avait donné le pouvoir de lui dire qui elle était. Le conseil de sa mère lui a donné une nouvelle mission, non pas prouver à Diallo qu'il avait tort, mais se prouver à elle-même qu'elle avait sa propre musique. Et pour cela, elle devait comprendre. Comprendre l'homme qui l'avait blessée. Comprendre le fantôme de cette élève parfaite qui la hantait. Elle a décidé de mener l'enquête. Ce n'était plus une obsession pour la validation, c'était une quête de vérité. Pour elle-même. Elle a commencé par le plus simple, les archives du lycée. Elle a passé des heures à feuilleter les vieux annuaires, les photos de classe, les palmarès des concours des années précédentes. Elle cherchait un nom, un visage.
Une fille qui aurait pu être la prodige de Diallo. Pendant des jours, elle n'a rien trouvé. Elle a alors changé de tactique. Elle a commencé à parler aux plus anciens employés de l'école. Le bibliothécaire, M. Gomis, un homme qui était là depuis 30 ans, le gardien, vieux Fall, la mémoire vivante de l'établissement. Au début, ils étaient réticents. Personne n'aimait parler de M. Diallo. Mais ils ont vu la détresse et la détermination dans les yeux d'Elena. C'est M. Gomis qui lui a donné la première pièce du puzzle. Diallo n'a pas toujours été comme ça, lui a-t-il confié à voix basse, entre deux rayons de livres poussiéreux. Il y a une dizaine d'années, c'était un professeur passionné, encourageant, exigeant, oui, mais juste. Et puis, il y a eu le drame. Quel drame ? A demandé Elena. M. Gomis a hésité. Sa fille, elle s'appelait Kenza. Le cœur d'Elena s'est arrêté. Kenza Diallo. Elle est retournée aux archives avec ce nom. Et là, elle l'a trouvé. Année scolaire 2012. Une photo dans le journal du lycée. Une jeune fille au sourire éclatant, tenant un trophée. Le titre de l'article disait « Kenza Diallo, notre étoile des mathématiques en route pour les Olympiades internationales ». Et la photo ? Le sang d'Elena s'est glacé dans ses veines. La ressemblance était troublante. Pas une jumelle, non, mais le même port de tête, les mêmes yeux vifs et intelligents, la même expression déterminée. Elle aurait pu être sa grande sœur. Elle a continué ses recherches frénétiquement. Elle a trouvé d'autres articles. Kenza était un génie, elle avait sauté une classe. Elle était la fierté de son père, qui était aussi son professeur principal. Il la coachait, la poussait, la formait pour qu'elle devienne la meilleure. Les articles étaient pleins d'éloges, de promesses, d'un avenir radieux. Et puis, plus rien. Après l'année 2012, le nom de Kenza Diallo disparaissait complètement. Pour comprendre ce silence, elle est allée voir vieux Fall, le gardien. Il l'a écouté, le visage grave, en tirant sur sa pipe. Il lui a raconté l'histoire. La petite Kenza, c'était le solège de cet homme. Il mettait toute sa vie en elle. Il la poussait, oui, trop peut-être. Elle travaillait tout le temps. Elle ne sortait jamais. Juste les maths, toujours les maths. 2 semaines avant de partir pour la compétition internationale à Paris, elle est tombée malade. Une méningite foudroyante. En 3 jours, c'était fini. Elle est partie. Elena a eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Et M. Diallo ? Il s'est brisé. On l'a pas revu pendant 6 mois. Quand il est revenu, ce n'était plus le même homme. Le feu dans ses yeux était éteint, remplacé par de la glace. Depuis ce jour, il est comme ça. Dur, distant. Et chaque année, il cherche. Il cherche quoi ? A murmuré Elena. Il cherche sa fille, dans ses élèves. Surtout les filles brillantes. Il les teste, il les pousse, comme il l'a poussée elle. C'est sa façon de la garder en vie, mais il a peur aussi. Peur de les pousser trop fort, comme il l'a peut-être fait avec elle. Il pense que s'il ne l'avait pas tant fatiguée avec le travail, elle aurait eu la force de combattre la maladie. Alors il les pousse, et en même temps, il les sabote, pour ne pas qu'elles aillent là où elle n'a jamais pu aller. C'est un homme en guerre contre lui-même, ma petite. Et toi, tu as le malheur de le ressembler. Tout s'est éclairé. La dureté, les critiques, l'isolement, la comparaison constante, le sabotage final. Ce n'était pas contre elle. Rien de tout cela n'avait jamais été à son sujet. Elle était le miroir dans lequel M. Diallo revoyait sa plus grande fierté et son plus grand échec. Sa cruauté n'était que le reflet de sa propre souffrance, de son amour déformé et de sa culpabilité écrasante. C'était une réalisation terrible et libératrice. La colère d'Elena s'est dissipée, remplacée par une immense pitié. Ce n'était pas un monstre, c'était un père endeuillé, piégé dans un cycle infini de répétitions traumatiques. Cette révélation était un nouveau mini-Clayfin. Ce n'était ni une victoire ni une défaite. C'était une compréhension qui changeait toutes les règles du jeu. Le fardeau qu'elle portait n'était pas le sien. Elle portait le deuil d'un autre. Et maintenant, elle savait qu'elle avait un choix. Soit elle pouvait le laisser avec son fardeau et continuer sa propre route, soit elle pouvait tenter de l'aider à le poser. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Elena a rouvert ses livres de mathématiques. Mais elle ne voyait plus de problèmes à résoudre, elle voyait des ponts à construire. Un pont vers son propre avenir, et peut-être un pont vers le cœur brisé d'un homme qui avait oublié comment vivre. L'équipe sélectionnée pour les Olympiades a commencé son entraînement intensif avec M. Diallo. Elena, de son côté, a continué à travailler. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne travaillait plus avec la rage de prouver quelque chose, mais avec une sorte de sérénité, de concentration pure. Elle explorait les mathématiques pour le plaisir, pour la beauté des structures, pour elle-même.
C'était sa façon de se construire un nouvel instrument. Elle a aussi continué ses recherches sur Kenza. Elle a trouvé un vieux blog que l'adolescente tenait, où elle parlait de sa passion, de ses méthodes uniques pour aborder certains problèmes. Elle décrivait une approche de la théorie des nombres qui était presque mystique, intuitive. Elena a passé des semaines à étudier cette approche, à essayer de penser comme Kenza. Elle avait l'impression de dialoguer avec elle à travers le temps. Le jour du concours national est arrivé. Elena n'y participait pas, mais elle s'est procuré les sujets par un ami. Chez elle, dans le calme de sa chambre, elle a fait l'épreuve, juste pour voir. Les problèmes étaient d'un niveau extrêmement élevé. L'un d'eux, le dernier, était particulièrement redoutable. Une question de cryptographie basée sur la factorisation de grands nombres premiers. Elena a lutté pendant des heures. Puis, elle s'est souvenue d'un passage du blog de Kenza, une intuition qu'elle avait eue sur les schémas cachés dans la distribution des nombres premiers. En appliquant la méthode de Kenza, une méthode non orthodoxe qui n'était dans aucun manuel, la solution est apparue, limpide et élégante. Quelques jours plus tard, les résultats nationaux sont tombés. L'équipe du lycée Koch-Bar-Mafal n'avait pas brillé. Personne dans le pays n'avait réussi à résoudre intégralement le dernier problème. C'est à ce moment-là qu'Elena a pris sa décision. Le lendemain, elle est allée au lycée. Elle a attendu la fin des cours, elle est entrée dans la salle de Monsieur Diallo. Il était à son bureau, corrigeant des copies, l'air plus fatigué, plus vieux que jamais. La défaite au concours national l'avait visiblement affectée. Elle s'est approchée en silence. Avant de parler, elle a fait un geste que sa grand-mère lui avait appris. Un petit rituel pour les moments importants, pour se donner de la force et montrer du respect. Elle a discrètement touché son front avec son index, puis son cœur, et enfin la feuille de papier qu'elle tenait à la main. Un rituel pour connecter l'esprit, l'âme et l'acte. C'était sa façon d'honorer la connaissance. La sienne et celle de Kenza. Elle a posé la feuille sur son bureau. C'était sa solution au dernier problème du concours. Monsieur Diallo a levé les yeux, agacé. « Qu'est-ce que c'est encore, mademoiselle Diop ?»« C'est la solution au problème numéro 5, a-t-elle dit calmement. Il a ricané. « Personne n'a trouvé la solution, vous perdez votre temps. Lisez-la, s'il vous plaît. » Piqué par sa confiance, ou peut-être juste par lassitude, il a pris la feuille. Ses yeux ont commencé à lire, d'abord avec scepticisme. Puis, son expression a changé. Ses sourcils se sont froncés. Il s'est penché sur la feuille. Il a sorti un stylo et a commencé à vérifier les calculs sur un brouillon. Le silence dans la pièce était total, uniquement troublé par le crissement du stylo. Elena attendait, sans peur. Au bout de 10 longues minutes, il a posé son stylo. Il a regardé la solution, puis il a regardé Elena. Son visage était décomposé. Il a reconnu la méthode. Il a reconnu l'esprit, l'intuition de sa fille dans le raisonnement d'Elena. « Comment ?» a-t-il commencé, la voix étranglée. « Comment avez-vous fait ça ? Ce n'est pas une méthode standard. » Elena l'a regardé droit dans les yeux. Elle ne voyait plus un tyran, mais un père en deuil. Et avec une douceur infinie, elle lui a répondu en Wolof, la langue de leurs ancêtres, la langue du cœur. « Djapal Sarol ». La phrase était à peine un murmure. « Retiens ton cœur ». Mais pour lui, elle a résonné comme un coup de tonnerre. C'était ce que sa femme lui disait toujours quand il était submergé par l'émotion. C'était une invitation à la paix, un appel à cesser de se torturer. L'explosion émotionnelle qui a suivi n'a pas été bruyante. Il n'a pas crié, il ne s'est pas effrondé. Le masque de glace qu'il portait depuis 10 ans s'est simplement fissuré. Ses épaules se sont affaissées et une unique larme lourde de 10 ans de chagrin contenu, a roulé lentement le long de sa joue et est tombée sur la feuille brouillant l'encre de la solution. La solution de Kenza, la solution d'Elena. Il n'a rien dit. Il a simplement hoché la tête. Très lentement. C'était plus qu'une excuse. C'était une reconnaissance. Une libération. Il ne la voyait plus comme le fantôme de sa fille, mais comme elle-même. Elena Diop. L'élève qui avait non seulement résolu une équation mathématique, mais qui avait aussi résolu l'équation de sa propre douleur. En cet instant, elle a reçu la validation qu'elle avait si désespérément cherchée. Mais elle n'en avait plus besoin. Elle était venue non pas pour recevoir, mais pour donner. Pour rendre hommage à une jeune fille qu'elle n'avait jamais connue et pour libérer un homme de sa propre prison. Elle a fait un pas en arrière, lui laissant son chagrin et son soulagement. Et pour la première fois, en sortant de cette salle de classe, elle s'est sentie complètement, profondément, en paix. Alors on se souvient de nos professeurs. Mais se souvient-on de leurs blessures ? L'histoire d'Elena et de Monsieur Diallo nous montre que la blessure d'un enseignant peut devenir la leçon d'un élève.
Mais elle nous pose aussi cette question terrible. À quel prix? Fallait-il qu'Helena endure cette guerre psychologique pour qu'un homme commence enfin son deuil? Fallait-il qu'elle soit poussée au bord du gouffre pour trouver sa propre force? La réponse est complexe, nuancée. Ce qui est certain, c'est que cette histoire nous rappelle un vieux proverbe africain, un proverbe qui dit « Le cœur de l'homme est comme une source profonde. N'y jette pas de pierre sans savoir ce qui dort au fond. » Helena, sans le savoir, a été la pierre jetée dans la source profonde du cœur de M. Diallo. Et ce qu'elle y a réveillé, ce n'était pas un monstre, mais un chagrin immense, un amour de père qui avait perdu son chemin. C'est là que se trouve le conseil de vie réel pour toi, pour moi, pour nous tous. Dans ta vie, tu rencontreras des gens qui te feront du mal, qui te pousseront dans tes retranchements, qui sembleront prendre un plaisir cruel à te voir douter. Ta première réaction, légitime, sera la colère, la haine, le désir de fuir. Mais parfois, si tu as la force, essaie de faire un pas de côté. Avant de conclure à leur méchanceté pure, demande-toi, quelle est leur histoire? Quelle bataille mènent-ils à l'intérieur d'eux-mêmes? Une bataille si terrible qu'elle déborde et éclabousse les autres. Ça ne justifie jamais, jamais, la douleur qu'ils peuvent te causer. Ça ne veut pas dire que tu dois accepter leur comportement. Mais comprendre leur souffrance, ça peut t'aider, toi, à ne pas laisser la leur te définir. Ça te permet de te dire « Ce qu'il me fait n'a rien à voir avec ma valeur. Ça a tout à voir avec ses propres fantômes. » Ta valeur, ton feu intérieur, ta musique ne dépendent jamais de l'approbation de quelqu'un qui se bat contre des démons que tu ne peux même pas imaginer. Protège-toi, mets des limites, éloigne-toi s'il le faut. Mais ne laisse jamais la blessure d'un autre devenir ta propre prison. Apprends à construire ton propre instrument, encore et encore, peu importe le nombre de fois où on essaiera de le briser. Helena a continué son chemin. Elle a eu son bac avec mention très bien. Elle a poursuivi ses études pour devenir l'ingénieur qu'elle rêvait d'être. Monsieur Diallo, lui, a changé. On dit qu'il est devenu plus doux, plus attentif. Il n'a plus jamais cherché Kenza dans ses élèves. Il a commencé à chercher des Helena, des Issa, des Fatima, et à les aider à trouver leur propre voie. Leur histoire est devenue une légende silencieuse au lycée, une leçon transmise à voix basse, sur la résilience et la compassion. Et maintenant, c'est à toi que je pose la question. Commente. Quelle décision aurais-tu prise à la place d'Helena? Après avoir été injustement écartée des Olympiades, aurais-tu abandonné, changé de voie, porté plainte? Ou aurais-tu, comme elle, cherché la vérité, même si elle était douloureuse, pour tenter de comprendre l'incompréhensible? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, seulement ton propre chemin. J'ai hâte de te lire. En attendant, prends soin de toi.